Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il assume et revendique son geste. L'auteur présumé de l'attentat de Bir Hakeim est toujours en garde à vue ce matin. Armand Rajapour Miandoab affirme avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Cet ancien étudiant en biologie se serait converti à l'islam rigoriste à 18 ans, très loin semble-t-il de l'idéal de ses parents qui avaient fui le régime des mollahs iraniens pour venir s'installer à Puteaux en région parisienne. Guillaume Dominguez est allé à la rencontre de ceux qui l'ont croisé. Reportage. Au pied des gratte-ciel de la Défense, 3 barres d'immeubles se font face. C'est ici qu'a grandi avec sa famille l'assaillant du pont Bir Hakeim. Des gens sans histoire, intégrés, occidentalisés. Marcel, un voisin, connaît sa famille depuis leur arrivée en France il y a 20 ans. On a vu leurs enfants grandir, une fille brillante dans les études et un garçon Timide. Quand on se balade, il nous voit, un sourire, un petit coucou. Il était d'une grande discrétion. Pour se retraiter malgré les troubles psychiatriques dont souffrait le fils de ses voisins, rien ne laissait présager une radicalisation. Il ne faisait pas religieux. Oui, on l'a vu, la barbe pousser d'un seul coup, mais c'est normal, on l'a connu à 4 ans. D'un seul coup, après 18 ans, on voit une barbe. Pour nous, c'était un look qu'il voulait se donner. Quand on sait l'éducation qu'il a reçue, excellente, je suis persuadé qu'il a dû être endoctriné. Certains habitants pourtant savaient qu'il était fiché pour terrorisme et avait fait de la prison. L'un d'eux m'a confié en micro vivre dans la peur depuis sa remise en liberté il y a 3 ans. Un reportage Guillaume Dominguez. Une femme est également en garde à vue dans cette enquête. C'est une information Europe 1. Le profil de cette fichesse serait particulièrement inquiétant. Elle aurait parlé avec le terroriste la veille de son passage à l'acte. Alors, autre question que pose ce nouvel attentat, celle de la motivation du passage à l'acte pour le ministre de l'Intérieur. La responsabilité des psychiatres est écrasante. Et Gérald Darmanin parle d'un ratage psychiatrique en matière de suivi. Les experts sont beaucoup plus nuancés. Et si le terroriste avait été guidé par sa seule idéologie et non par un accès de démence? Écoutez ce qu'en disait hier Guillaume Monod, ce psychiatre directeur de la consultation santé mentale de la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis, était l'invité d'Europe 1 Soir. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a une prise en charge psychiatrique qui a été assez conséquente, qui a été assez organisée, qui s'est déroulée selon les règles que l'on fait régulièrement dans les services de psychiatrie, qui à un moment donné, effectivement, aboutit au fait que le psychiatre pensait, en toute bonne foi scientifique, si je puis dire, que la personne n'avait plus besoin de traitement, et donc a arrêté le traitement. Et ensuite de quoi, la prise en charge s'est arrêtée parce que la personne présentait tous les signes comme quoi elle allait mieux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment, un psychiatre voit son patient, voit l'état dans lequel il est aujourd'hui, peut éventuellement savoir comment il était il y a quelques jours, quelques mois, voire même quelques années. Mais un psychiatre ne lit pas l'avenir. Un psychiatre ne sait pas ce qui se passera dans 6 mois ou dans 1 an. Un psychiatre, c'est un médecin, c'est pas Madame Irma. Il fait des prises en charge, il tire pas les cartes, il regarde pas dans les boules de cristal. Le psychiatre Guillaume Monod, invité d'Europe 1 Soir au micro d'Hélène Zélani. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Voilà un rapport qui tombe à pic concernant l'aide médicale d'État. Il ne va pas manquer d'alimenter le débat sur la future loi immigration qui arrive très bientôt à l'Assemblée nationale, la semaine prochaine. Il est l'heure pour tout le monde de prendre ses responsabilités, dit Gérald Darmanin ce matin dans le Figaro. Le ministre de l'Intérieur veut convaincre les Républicains de voter le texte. Ce sera non. Trop de détricotage, répond le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau dans Aujourd'hui en France. Le rétablissement de l'aide médicale d'État crispe la droite. Le rapport commandé par le gouvernement ne remet pas en cause l'AME et confirme le nombre grandissant de bénéficiaires. Alexandre Chauveau. Oui, plus 47% de hausse depuis 2015 pour un total de 466 000 bénéficiaires en 2023. Tout laisse à penser que cela va se poursuivre en 2024, indique le rapport, qui écarte néanmoins l'idée d'une réduction du panier de soins souhaitée par les sénateurs. Patrick Stefanini, co-auteur du rapport. Le risque, c'est que son œuvre législative ne soit pas suivie sur le terrain par les praticiens, car tous les médecins nous ont tous affirmé que, fidèles au serment d'Hippocrate, en face d'un patient qui se plaint d'une douleur, le médecin soignera ce patient, quelles que soient les modalités de la prise en charge. Les deux auteurs formulent en revanche une série de propositions pour tenter de limiter les fraudes. La limitation des ayants droit aux seuls enfants mineurs, par exemple, là où un bénéficiaire peut aujourd'hui en faire profiter son conjoint. L'obligation de se présenter physiquement à la caisse primaire d'assurance maladie, facultatif aujourd'hui et qui pourrait mettre un terme aux usurpations d'identité. Enfin, l'aide médicale d'État peut actuellement bénéficier à un individu visé par une expulsion. Le rapport préconise d'y mettre un terme. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La France insoumise très remontée après la mise sous protection express de la journaliste Routel Krief. LFI s'étonne de l'empressement du ministre de l'Intérieur. C'est une information Europe 1. Les services de Gérald Darmanin ont également proposé une protection à Jean-Luc Mélenchon il y a plusieurs semaines sans aucune réponse de sa part. Voilà, les insoumis qui, lors de la campagne présidentielle 2022, avaient refusé cette protection policière, estimant que la police était infiltrée par l'extrême droite. Fin de citation. L'enquête
à présent sur la mort d'un supporter nantais. Un chauffeur de VTC est mis en examen pour homicide volontaire et tentative d'extorsion de fonds. Alors, il y a l'histoire telle qu'elle a été racontée par les protagonistes. Un début de rixe en marge du match Nantes-Nice. Des supporters nantais prennent à partie un convoi de VTC transportant des supporters niçois. L'un des chauffeurs se serait alors défendu et aurait mortellement poignardé la victime. Sauf que cette version des faits est contredite par la vidéo. L'auteur présumé du coup de couteau aurait même bénéficié de complicité. Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest. C'est un élément essentiel qui est venu éclairer toute l'enquête. Une caméra embarquée à l'intérieur d'un des VTC a largement filmé cette horde de supporters nantais fondant sur les voitures. Un enregistrement retrouvé chez un des chauffeurs qui vient contredire la version du coupable présumé, explique le procureur Renaud Godeul. Pour lui, le conducteur ne cherchait visiblement pas à se défendre. Sur ces images, l'auteur présumé est aux prises avec plusieurs supporters nantais. Il a dans sa main un couteau en céramique qui se trouvait dans le vide-poche de son véhicule. À un moment donné, il repousse un individu qui tombe au sol, que c'est alors qu'il lui porte un premier coup de couteau dans le dos, que ce supporter nantais ensuite se relève, tente de fuir et est alors atteint d'un second coup de couteau. Une arme qui pour l'instant n'a pas été retrouvée, mais le procureur insiste, les investigations vont se poursuivre, notamment pour savoir comment ces supporters ont pu monter ce qui ressemble à un incroyable guet-apens. Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Allez, on se fait une toile. Pour terminer ce journal, c'est un film Europe 1. Soudain, seule aventure à deux qui tourne au thriller. Un film réalisé par Thierry Bidegain. Un couple part faire le tour du monde en voilier et se retrouve isolé sur une île au large du Chili. Dans les rôles principaux, Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. Ils se sont confiés à Marie Jiquel. Le bateau est plus là. On fait comment sans bateau? Tu m'écoutes là, je te parle. Je sais pas ce qu'on va faire, voilà. C'est une histoire en soi de faire un film avec juste 2 comédiens. Je trouve que c'est audacieux, quoi. Alors on est quel jour? Je sais pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas compté. On a pris un avion de Paris à 16h, on est arrivé à Reykjavik à 20h. Le lendemain, on est venu nous chercher en voiture, on nous a amenés, on a fait 3/4 d'heure de route et on nous a dit, voilà, c'est là que vous allez tourner. Et on s'est retrouvés dans une nature, mais perdue, totalement hostile. Il faisait gris, il y avait une pluie battante. On a vu le décor, franchement, on s'est dit waouh, on va se retrouver là-dedans pendant 2 mois et demi. Là, l'aventure commençait, quoi. On a profité, je pense, de tout ce que la nature, son hostilité, mais aussi sa beauté, nous imposait. Gilles Lelouch et Mélanie Thierry avec Marie Jiquel, sous d'un seul film européen sorti demain sur vos écrans. Bon, ça s'est bien passé finalement. Là, il avait l'air désespéré, Gilles Lelouch, quand même, il faut bien le dire. Merci beaucoup, Christophe Lamar. C'était votre journée.